Il y a des matchs qui restent à jamais dans la mémoire collective des amoureux du football. C'est le cas de la double confrontation en demi-finale de la C1 1996-97 entre l'Ajax et la Juventus. Une affiche qui sent beau les 90s et le football de notre enfance. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des Libéraux, un match dans lequel vous allez me voir faire le fier comme un coq, mais je vais être accompagné aussi de Gilles Christ. Salut à tous. De Johan. Salut à tous et à toutes. Et de l'autre coq qui va être tout heureux avec moi, Nams. Salut à tous. Eh oui, parce qu'on va rendre hommage à la Juventus, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait au sein des Libéraux. Alors, avant de commencer, évidemment, les garçons, on a affaire à une affiche de gala. Petit rappel, les 2 derniers vainqueurs de la C1, les 2 derniers finalistes en titre de la C1. Gilles Christ, c'est les 2 meilleurs clubs du monde à ce moment-là. Les 2 meilleurs clubs du monde, je dirais, on va dire sur la tendance des 2-3 dernières années, oui, bien sûr, effectivement. Oui. Après, sur la saison, la meilleure équipe du monde, c'est plutôt la Juve, qui est une machine qui est incroyable, qui a pilonné le Paris Saint-Germain 9-2 sur les 2 matchs en Supercoupe d'Europe, dont le 6-1 au Parc des Princes, 6-1 encore à San Siro contre le Milan, une semaine avant quelques jours avant ce match contre l'Ajax. Et après l'Ajax, je pense qu'on est revenu dans un épisode sur la fabuleuse équipe qu'elle a été au cours de la saison 94-95, 95-96 et qui continue malgré leurs difficultés à faire partie des équipes fortes du dernier carré européen. Et effectivement, c'est une affiche de très haut niveau encore qui nous est proposée en demi-finale de Ligue des Champions. Surtout que pour les Hollandais, retourner en finale à Munich, ce serait un beau pied de nez par rapport à la rivalité entre l'Ajax et le Bayern qu'il y a eu dans les années 70. Donc, tout est réuni pour une rencontre, j'allais dire, au sommet du football européen et avec 2 équipes vraiment au top, en tout cas sur la période. Alors, ces 2 équipes, effectivement, qui sont parmi les meilleures du monde, si ce n'est les meilleures du monde sur ces 2 dernières années, mais comme tu l'as précisé, qui ne connaissent pas forcément la même saison. Johan, on a d'un côté une Ajax qui s'essouffle en championnat, un championnat qui va finir par perdre, alors que du côté de la Juventus, on a une équipe qui n'a perdu que 2 fois en championnat avant la rencontre avant cette rencontre dont on va parler. Elle vient aussi d'ailleurs de mettre 3 jours ou 4 jours avant cette compétition, avant ce match, les 6 buts au Milan AC. Concrètement, il y a un favori qui se dégage très largement. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas photo. La Juventus de cette saison 96-97 est vraiment imprenable. Elle est vraiment imprenable. Comme Gilles Christ l'a dit tout à l'heure, il y a 7 victoires à San Siro, 6 buts à 1. Il y a la fessée qu'ils mettent au PSG en Supercoupe d'Europe aussi. On se dit vraiment quelle est cette équipe qui va réussir à contrecarrer la Juve, d'autant plus que la Juve est invaincue justement dans son groupe en Ligue des Champions. On en reviendra un peu plus en profondeur à ce niveau-là, quoi. On en reviendra tout de suite avec Nams. C'est une Juventus qui est sortie première de son groupe, haut la main, devant Manchester, Fenerbahçe et le Rapid Vienne. Oui, c'est une Juve qui est sortie de manière autoritaire, qui a gagné contre Manchester United au match aller et au match retour, avec la manière, et on se dit que la Juve est partie sur les mêmes bases que la saison précédente, au moins pour aller dans le dernier carré, voir la finale. Alors que du côté de l'Ajax, Gilles Christ, on a une équipe qui difficilement finit à la 2e place derrière la JOCR et devant Grasshoppers et les Rangers. Oui, c'est une équipe qui a perdu 2 fois à domicile quand même, contre Grasshopper et contre la JOCR. Donc belle performance encore de notre club français lors de cette Ligue des Champions 96-97. Mais c'est aussi de Grasshopper qui avait perdu ses 3 premiers matchs et qui a réussi à remporter donc 3 autres matchs dans ce groupe. L'Ajax passe avec 12 points, n'est pas au meilleur de sa forme en championnat, vivote entre la 3e et la 4e place. Mais compte sur la Coupe d'Europe pour justement être sur le devant de la scène. Mais bon, ça s'est passé vraiment difficilement contre le champion d'Espagne en titre, l'Atlético, qui, on va dire, au terme d'un match où justement ils ont encore eu des difficultés à domicile, ils ont su faire la différence à l'extérieur à Madrid pour se qualifier. Alors l'Ajax, Johan, qui se débarrasse de l'Atlético de Madrid. De son côté, la Juve sort
facilement ou presque de Rosenborg. Non, pas presque. La Juve sort facilement Rosenborg. Je pense que la Juve est toujours maintient son statut de favori en fait. Il le remplit à merveille. Alors la Juve c'est jamais vraiment d'énormes victoires, contrairement à ce qu'on peut penser à cette période-là. Mais la Juve c'est des victoires qui sont autoritaires, comme l'a dit tout à l'heure Nams. C'est des victoires autoritaires, notamment au Stadio delle Alpi où elle est imprenable. Alors justement, le match aller ne se joue pas du côté de Turin, mais aux Pays-Bas. L'Ajax prépare une composition que l'on connaît par cœur maintenant, Nams, c'est celle du 3-4-3 modulable à souhait. Rapidement, on a Van der Sar au goal, Melchiot, Blind et De Boer en charnière centrale, Witschige en 6, même si à l'époque ça s'appelle le numéro 4 du côté de l'Ajax, Scholten et Moussampa sur ses côtés, Babangida, Overmars sur les côtés de Litmanen, derrière l'autre jumeau De Boer. On a une équipe de l'Ajax. Est-ce que tu penses qu'on ne la connaît pas déjà trop bien, cette équipe, finalement ? Oui et non, car il y a des joueurs qui sont allés, il y a eu des nouvelles recrues, et c'est une équipe qui est capable de varier son jeu, malgré le 3-4-3. C'est une équipe qui joue toujours en mouvement, et Luis van Gaal privilégie toujours ce jeu en mouvement, ce jeu avec et sans ballon. Donc, c'est quand même une équipe pas si prévisible que cela, je trouve. C'est bien que tu le précises, puisque la Juventus, Gilles Christ, se prépare à bloquer toutes les lignes de passe de l'Ajax et mettre un joueur dans toutes les zones pour être susceptible d'être prise par les joueurs de l'Ajax qui aiment tant les mouvements. Et c'est pour ça que Lippi prépare son fameux 4-4-2 losange avec Piruzzi au goal, Porini et Pesotto sur les côtés, la charnière centrale Ferrara-Montero, Deschamps en 6, avec Jugovic et Gilivio sur ses côtés en milieu excentré mais centraux, Zidane à la pointe du 10, Amoroso, Vieri, Gilles Christ. Oui, on va dire que c'est une équipe losange qui, on va dire en 4-4-2, qui s'est imposée du fait pour exploiter aussi le talent de Zidane. Mais après, voilà, il y a un fait aussi important dans cette rencontre, c'est l'absence d'Alessandro Del Piero, le joyau de la Juve, qui est blessé pour cette double confrontation. Mais voilà, donc cette équipe de la Juve qui se présente aux Pays-Bas avec cette idée de dire, franchement, il y a Babangida, il y a Overmars, il y a beaucoup de vitesse qui vont passer par les ailes. Il faut bloquer ces ailes justement déjà en mettant Deschamps d'un côté, Jugovic plutôt côté gauche, et encore Deschamps, Di Livio et Porini avec les défenseurs centraux bien sûr pour pouvoir quadriller une zone où Overmars et Babangida n'auront pas cette expression de jeu qui fait, on va dire, la différence pour l'Ajax, notamment dans cette saison 96-97, où je pense que cet Ajax est moins axial, en fait, dans ses approches de jeu. Alors, c'est très intéressant, chers auditeurs, vous avez sûrement remarqué, mais Christ a dit 2 fois Deschamps, et c'est normal, vous allez le voir pour la suite du match. Incroyable. Oui, alors Yoann, le début de match, une Juventus est très dangereuse, notamment dans les transitions offensives, mais c'est notamment avec la première action, je ne sais pas si tu l'as en tête, c'est celle où justement Deschamps récupère un ballon perdu de tête, je pense que c'est de Litmanen, qui la donne directement à Zidane, qui lui aussi lance directement en profondeur Vieri, qui bute sur Van der Sar, mais alors là, on est en phase de transition, mais le but du 1-0 qui vient juste après à la 14e minute, si tu veux bien le rappeler à nos chers auditeurs, ça vient à la suite d'une grosse possession. C'est ça, c'est une totale maîtrise justement du ballon de la part de la Juventus. Mais comme j'ai dit sur ce match-là, la Juventus dégage une puissance et une sérénité qui est vraiment affligeante. Et c'est suite à une grosse possession de balle justement que Nicolas Amoroso ouvre le score. C'est vraiment une grosse phase de possession, hein. Quasiment tout le monde touche le ballon. Et Nicolas Amoroso qui vient conclure l'affaire, quoi. Qui vient conclure l'affaire à la 14e minute. Donc voilà, on est à Amsterdam. Notamment lors dans le stade qui vient à peine d'être inauguré. On se dit quand même 14e minute, c'est vraiment un coup dur pour l'Ajax Amsterdam, bien que la Juve est favorite. Mais encaisser un but à domicile de la 14e minute après une si grosse maîtrise, ça laisse pas présager quelque chose de bon pour l'Ajax Amsterdam, d'autant plus que une dizaine de minutes après, il y a déjà un premier remplacement pour l'Ajax. Oui, mais quel remplacement, Gilles Christ ? Et pourquoi tu penses qu'il a eu lieu ? Moi, franchement, il y a eu. Moi, j'ai une analyse où je me dis que Moussampa, il n'était pas dans ce match. Il a pris l'eau. Il est complètement. Il comprend rien de ce que Di Livio fait.
de ce que Zidane aussi fait aussi voilà dans les combinaisons. Et je pense que Van Gaal se rend compte très rapidement qu'il s'est trompé dans son approche de match, et c'est pour ça qu'il fait rentrer Winston Bogarde. Je sais pas si c'était la meilleure idée du monde de pouvoir faire jouer Bogarde. Et en plus, on voit sur les premiers contrôles de balle qu'il fait que c'est pas forcément. Il est très approximatif. Ouais, exactement. Et c'est peu de le dire. Mais en tout cas, on lui demande aussi à Bogarde de faire des courses vers l'avant pour suppléer Overmars. Okay. Essayer d'être dans cette bataille de zone où justement les Italiens ont bien délimité, on va dire, les parties et les tâches défensives pour contrer, comme je l'avais dit tout à l'heure, Babangida et sur ce côté-là Overmars. Mais bon, Bogarde n'est pas forcément très pertinent. Le mec, hein. Il est lourd. Il est lourd, et justement même dans les courses ça se voit, même balle au pied, c'est un peu difficile, et justement la Juve n'est pas mise en difficulté à proprement parler sur des situations, que ce soit sur les côtés, très peu, ou sinon même dans l'axe où par exemple Litmanen et Debourg sont quasiment inexistants sur la première période. Alors justement, c'est important de le rappeler. Tu parlais de la manière dont la Juve a bloqué les joueurs de côté du côté Ajax, avec notamment le gros travail de Jugovic et Di Livio. J'aimerais aussi que l'on précise que Amoroso et Vieri, de leur côté aussi, ont fait beaucoup de mal aux défenseurs excentrés de l'Ajax. Mais je veux aussi que Nams nous parle du travail de Zidane, du travail défensif de Zidane, entre ses allers-retours, entre le playmaker, le joueur central de la défense de l'Ajax, et le playmaker, le numéro 6, le 4, chez les gens de l'Ajax, où cette verticalité constante de Zidane qui empêche les deux playmakers de l'Ajax de bien jouer. Oui, voilà, justement, Zidane effectuait un pressing assez important justement sur ce défenseur central de la défense à 3 de l'Ajax. Justement, il permettait justement à Vieri, à Amoroso de s'occuper de Debourg et de Melchiot. Donc lui, ça lui permettait de se focaliser sur ce défenseur-là, de l'empêcher de relancer, de l'empêcher de jouer, de l'empêcher d'avoir des solutions. Et justement, c'est ce qui a étouffé l'Ajax dans son jeu, et qui n'a pas pu évoluer comme elle le désirait. Et bien sûr, Didier Deschamps, Gilles Christ, qui va être passeur sur le but de Vieri après. Ah, mais Didier Deschamps, mais qui est au four et au moulin, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. On va dire que il joue juste, très concret dans la récupération, il ratisse, il donne le ballon vers l'avant, il arrive à trouver Zidane, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, beaucoup de liberté. Et en plus, c'est vrai que sur l'action du deuxième but, c'est sa passe, c'est une passe verticale, parce qu'on pense que Deschamps n'est pas forcément un joueur très spectaculaire, mais la passe verticale qu'il fait, c'est une passe concrète qui où il fait justement la passe, et après il fait le déplacement. Quelque chose que. Au milieu de terrain. Ah, mais clairement. Mais en plus, Johan, regarde, si tu regardes bien, franchement, un milieu de terrain qui fait passe et qui après fait le déplacement pour proposer un appel, pour justement permettre à Vieri de fixer le défenseur et donc mettre sa frappe dans le but de Van der Sar. Ce but-là, on va dire que tactiquement, c'est une leçon. En fait, comme j'ai dit, la Juve est puissante, en fait. La Juve est puissante. Tous les joueurs récitent leur partition à perfection. C'est vraiment extraordinaire. On a parlé de Deschamps, on a parlé de Zidane, mais il y a aussi Vladimir Jugovic. Vladimir Jugovic fait un match extraordinaire. Il sort à la 84e minute, remplacé par le crâne dégarni d'Attilio Lombardo. Qui sera là au retour. C'est ça, et buteur en plus, mais bon, ça on le verra tout à l'heure. Mais Vladimir Jugovic fait un match extraordinaire. Pied droit, pied gauche, les déplacements, la roublardise. Mais on peut vraiment pas concurrencer cette Juventus de Turin à cette période-là de la saison. D'autant plus que l'Ajax aussi fait un jeu qui est très, très stéréotypé à ce niveau-là. Alors la Juventus qui va continuer sa déferlante encore et encore et encore jusqu'au but de Litmanen à l'heure de jeu, qui au final, Nams, ne reflète pas forcément la physionomie du match. Ce 2-1, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Ajax. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Ajax. C'est motif d'espoir pour le match retour. Et le score ne reflétait absolument pas la domination et le match énorme de la Juventus. Alors, moi, j'ai un petit mot avant que Reda nous reprenne avant le match retour. C'est surtout que sur cette deuxième période où l'Ajax marque son but, où je pense aussi que Van Gaal aussi a une approche
un peu plus axial, on va dire, où il renie un petit peu ses principes de jeu. Et on voit que la différence se fait sur une action où Litmanen, dans l'axe, on arrive à le trouver, enfin, et marque le but. On va dire que ce 2-1, il entretient un faux espoir. Parce qu'en fait, moi, je pense que la Juve n'a laissé aucune chance à l'Ajax. Et en fait, laisser l'Ajax marquer ce but, entre guillemets, c'est en fait leur faire entretenir un espoir de lâcher les Lions, comme ils ont pu faire au match aller contre l'Atlético, alors que au match retour, la Juve était prête à mettre en place son plan machiavélique pour encore davantage écraser l'Ajax sur ce match retour. Non, mais ils les ont piégés, concrètement, ils les ont piégés pour le match retour. Moi, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où on peut pas considérer que c'est anodin de rater autant. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une déferlante du côté de la Juventus du Turin, c'est même du côté de l'EPI, on a eu l'impression, on s'est posé la question, est-ce que le fait de passer autant à côté d'une concrétisation des actions si nombreuses que nous avons eues, est-ce que ça va pas nous être préjudiciable pour la suite? Pour la finale, ça l'a été. Je pense que pour la finale, ça l'a été, parce qu'on a notamment consacré un podcast qu'on a parlé du Borussia Dortmund, mais la Juventus, avant le but de Karl-Heinz Riedel, domine la finale. Il tire sur le poteau, il y a Vieri qui tire sur le petit filet. C'est vrai que la Juve domine, et c'est vrai que peut-être que le point faible de la Juve, s'il y en avait un cette saison-là, c'est de ne pas tuer les matchs assez rapidement. Alors, pas sur la saison, parce qu'on l'a dit au début que s'il fallait en mettre 6, il se gênait pas. Hein, mais c'est vrai que sur ce match-là, on peut effectivement se poser la question de savoir est-ce que la Juve a marqué tous les buts qu'il aurait fallu mettre. D'ailleurs, c'est pendant l'entre-deux matchs aussi qu'on va se poser cette question, notamment parce que la Juve va perdre son 3e match du championnat seulement contre l'Udinese, avec notamment un doublé de Amoroso, le Brésilien, et de Oliver Bierhoff. Et pour le match d'après, ils vont battre Bologne, entre guillemets, seulement 1-0. Du côté de l'Ajax, ils vont perdre 2-0 contre le PSV, qui va concrétiser la victoire en championnat du PSV Eindhoven par la suite. Mais ils vont gagner 5-0 contre le NEC Breda, notamment contre le NEC Breda, avec un doublé, messieurs, de Bogarde, hein, comme quoi il s'est racheté. Et c'est pour ça que je vais vous lancer en fait sur ce match retour. Avec cette idée de ne pas avoir marqué autant qu'il aurait fallu, avec cette défaite contre l'Udinese, avec ce doublé de Winston Bogarde, est-ce que finalement, Johan, l'Ajax a le droit de croire? Et concrètement, en fait. Ils ont le droit de croire. Parce que quand tu es un club qui est quand même en demi-finale avec des champions et qui a perdu 2-1 à domicile, tu as le droit de croire que tu as toutes tes chances pour la finale. Mais en face, il y a une équipe qui a, malgré cette défaite à Udinese, a dominé l'intégralité de la saison en Italie, qui est à l'époque le plus grand championnat, le championnat le plus difficile au monde. On rappelle, quelques temps avant le match aller, la Juve gagne 6-1 face à un Milan AC, malade certes, mais face au Milan AC. Donc on se dit, l'Ajax a le droit d'y croire, mais l'Ajax n'a clairement pas le niveau. Quand on voit toute la saison que fait l'Ajax Amsterdam, on voit clairement qu'il y a une classe d'écart qui est terrible entre la grosse équipe de la Juventus et l'équipe, on va dire, tirée par les cheveux un petit peu de l'Ajax qui a quelques restes de 1995. Oui, c'est une équipe dépecée en plus, donc progressivement, en 96, il y a eu un dépeçage, mais justement, ils ont réussi à faire illusion. Après 96-98, ils font encore illusion. Mais après, sur ce match-là, franchement, je suis pas forcément à l'aise parce que c'est vrai que moi, je me souviens avoir suivi le match dont on va parler. Et je me rappelle que Christian Jean-Pierre, quand il fait le commentaire, il dit que oui, Van Gaal commence à préparer son départ pour Barcelone. Pour le Barça. Et du coup, il se pose la question de quel joueur il va prendre pour aller à Barcelone. Donc du coup, je sais pas, est-ce que l'Ajax dont on parle, qui se prépare à faire son chant du cygne au Stadio delle Alpi, est prête pour une bataille comme elle a pu le faire par le passé, que les saisons précédentes? Alors, ce qui est incroyable et qui est à l'avantage de la Juventus, c'est que l'équipe de l'Ajax va venir avec la même équipe qu'à l'aller. Seul Bogarde va être titulaire à la place de Moussampa, qui a finalement totalement perdu sa place. Alors qu'à la Juventus, ils vont se permettre de faire plusieurs changements.
et des changements qui vont être efficaces. Comme si, en fait, même quand des joueurs ne jouent pas, eh bien, ils continuent d'être forts. Je rappelle que même au match retour, il n'y a toujours pas Del Piero. Alors, il y a Boksic qui va rentrer à la place d'Amoroso. Il y a Lombardo qui va jouer à la place de Jugovic. Et puis, il y a Luliano et Tacchinardi qui vont rentrer qui vont jouer titulaire à la place de Pesotto et Porrini. Et on se rend compte, en fait, Nams, que la Juve est capable d'avoir une équipe bis, entre guillemets, et une équipe bis qui reste toujours aussi compétitive. Exactement, une équipe compétitive. Les joueurs qui ont remplacé les titulaires ont largement fait le boulot. Je pense à Lombardo, qui d'ailleurs, le premier but qu'il met sur le corner de Zidane est assez surprenant parce que Litmanen lâche totalement le marquage. Ouais. Il met son coup de tête et il est absolument seul. Et Van der Sar ne peut absolument rien faire parce que Litmanen a lâché le marquage. Et la Juve, un très beau coup de tête. Et Lombardo a fait un énorme match. La Juve a fait un énorme match. Tacchinardi a été très bon. Deschamps aussi. Après, c'est Zidane aussi. Pour moi, c'est peut-être. Zidane s'est placé, on va dire, peut-être sur la carte de l'Europe à ce moment-là. On aura l'occasion d'en parler en profondeur. La première mi-temps, Yoann, quand même, de cette Juventus, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une mainmise moins forte que le match aller, mais à la 36e minute, il y a déjà 2-0. C'est un petit peu le côté cynique des Italiens. Les Italiens, justement, sont les rois des mathématiques dans les phases aller-retour. Les Italiens savent qu'à partir du moment que au début du match, en première mi-temps, 34e minute, tu mets le but qui donne un avantage encore plus conséquent, sachant que tu as gagné 2-1 au match aller à l'extérieur. Oui. Les Italiens te laissent arriver, ils te laissent venir. Et à des moments où il faut qu'ils te mettent le coup de poignard qu'il faut, ils te le feront. Et c'est ce qu'ils font 2 minutes après. C'est ce qu'ils font 2 minutes après avec Vieri. Jusqu'à cette première mi-temps qui est sèche, qui est froide, qui est limpide pour la Juventus. La deuxième mi-temps, l'Ajax va totalement craquer. Alors évidemment, ils vont revenir au score pour un 2-1, mais ils vont complètement s'effondrer face au show Zidane, Gilles Christ. Ah oui, mais après voilà, c'est ce show Zidane justement. En plus, on parlait de Zidane au début de la saison qui n'arrivait pas justement peut-être à finir les matchs. Physiquement au top, comme on pouvait l'attendre des joueurs de la Juve. Et là, sur cette année 96-97, où il est monté en puissance au fil du temps, Zidane est irrésistible en ce mois d'avril, où physiquement, il est au top. Et ce top-là, il s'exprime justement donc dans sa performance, notamment en seconde période, où il va marquer, il va aller de son but, ou qui fait partie, on va dire, de son panthéon en termes de buts, que ce soit dans l'esthétique du geste, que aussi dans l'importance du but, parce que même si l'Ajax était déjà éliminé, le fait de ponctuer cela comme ça, c'est pour dire aussi à tous ceux qui regardaient, par exemple, le TF1 lors des grandes soirées Ligue des Champions, où il y avait cette Juve, que voilà. Il fait partie de cette trempe de joueurs qui va succéder à Platini à Turin. C'est ça. Mais non seulement le but. Yoann, pour toi, justement, je sais ce que tu vas dire. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus impressionnant ? Son travail sur le but de Amoroso ? Voilà, c'est ça. Ou son but ? Moi, je pense à ça. Moi, je pense surtout. Après, c'est vrai que son but est magnifique, mais le travail qu'il fait sur le but d'Amoroso, c'est extraordinaire. Amoroso a juste à attendre que Zidane lui passe le ballon pour la mettre au fond. Il y a but, ouais. C'est ça, en fait. C'est ça. Amoroso, même moi, à mon petit niveau, je mets le but d'Amoroso parce que Zidane le met dans les meilleures conditions. Zidane le met dans les meilleures conditions. Il récupère le ballon, la balle, le crochet. C'est extraordinaire. Trop. Et à un moment donné, il se retrouve tout seul avec un champ en face de lui. Il fait une passe. Oui, voilà, c'est Van der Sar et puis il y a je ne sais plus quel défenseur derrière. Je crois que c'est Blind. Et Amoroso, là, tranquillement, il attend le ballon, il met son pied, il bute. Et comme Nams l'a dit, moi, j'ai tendance à dire que Zidane, lors de cette saison 96-97, il y a deux matchs référence. Il y a ce premier but qui débloque tout contre l'Inter Milan, et il y a ce match contre l'Ajax Amsterdam qui confirme qu'il va être un des joueurs incontournables de cette fin de siècle, en fait. En fait, Nams, le but contre l'Inter nous montre que Zidane est capable de jouer dans un grand club. Le but contre l'Ajax nous montre que Zidane est capable d'être le meilleur joueur du monde. Exactement, voilà. C'est ça. Et
Ça, l'absence de Del Piero, c'est lui qui prend les commandes, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui est au four et au moulin, c'est lui qui distribue, c'est lui qui marque, qui fait jouer ses partenaires, il les fait briller. Et c'est un Zidane, voilà, il réussit la transition, excellent joueur du championnat de France à top joueur à la Juve, et voilà, c'est beau à voir. Et quelle ovation à sa sortie! Quelle ovation! En plus, quelle ovation du Stadio delle Alpi à sa sortie! Quelle ovation, et surtout, je sais pas si l'image vous voyez, avec Vieri. La tête de Vieri, vraiment, qui était son grand pote dans le vestiaire. On sent que Vieri est content pour lui aussi. Ah, mais en fait, même au-delà de ça, je pense qu'il admire, en fait. Ouais. Déjà, le joueur qu'est Zidane. Et là, c'est beaucoup de choses, en fait, qui se jouent à ce moment-là. Et ça montre que, en réfléchissant, parce que regarde, quand tu regardes l'autre demi-finale, Dortmund qui est décimé mais qui gagne quand même contre Manchester et qui se qualifie, tu dis que dans le rapport de force, la Juve est partie pour faire ce doublé. Donc on attend depuis que le grand Milan de Sacchi était en place, mais on se dit que voilà, c'est la Juve qui va le faire avec Lippi et qui va se présenter comme l'équipe des années 90. Elle succède à l'Ajax à ce moment-là, Christ. Ben, justement, moi, elle doit succéder à l'Ajax. Oui, c'est on va dire une passation de pouvoir. Je pense que cette passation de pouvoir, elle a eu lieu peut-être le jour de la finale à Rome en 96. 96, ouais. Après, voilà, donc après, le fait, c'est comme quand il y a la passation des pouvoirs à l'Élysée entre les deux anciens présidents de la République. Je pense que là, l'Ajax, à ce moment-là, sur le match de 97, a déjà quitté l'Élysée, tu vois, et la vestiture de la Juve, elle se fait normalement donc dans le palais de l'Élysée, donc européen entre guillemets. Sauf que les Allemands l'ont décidé autrement. Et comme encore ces gens, tu vois, ils sont là pour toujours contrecarrer les plans. Et si je peux me permettre, les gars, par rapport à cette histoire de passation de pouvoir à l'Élysée, l'Ajax me fait penser à la tête de François Hollande. Une fois qu'il laisse le pouvoir à Macron, on sent qu'il est fatigué par toutes ces années de travail, en fait. Et l'Ajax, je pense que c'est exactement la même chose. Et comme Luis Van Gaal, il a la tête ailleurs. Mais c'est ça, en fait. À ce moment-là. C'est totalement ça. Voilà, on sent que voilà. Mais après, c'est vrai que Gilles a parlé de la finale de Ligue des Champions 96. On sent qu'il y a cette passation. Moi, je pense aussi à titre personnel qu'il y a cette passation de pouvoir à ce moment-là. Mais 97, c'est là où la Juve enterre définitivement l'Ajax Amsterdam de la scène européenne, je pense. Et ce qui est intéressant, Nam, si on va s'arrêter comme ça, c'est que toi, en tant que fan de la Juventus, c'est intéressant aussi de faire comprendre aux gens que, effectivement, la Juventus est la championne des calculs d'épicier, mais elle est aussi capable, quand il le faut, quand le jeu le demande, de bien jouer et de gagner en y jouant très bien. Exactement, c'est tout à fait ça. La Juve est capable de bien jouer quand elle le veut, même si cela n'est pas dans son ADN. Quand il faut bien jouer, la Juve sait le faire, et quand il faut gagner sur des larges scores aussi, elle savait le faire avec l'équipe A, avec une équipe remaniée, et ça c'était très impressionnant, parce que quand on voit qu'une équipe, la Juve a quand même fait presque 4 finales de suite, peut-être c'était tout près de faire la finale en 99, même si la Juve en gagne qu'une seule lors de cette période-là, ça vous place quand même cette régularité, cette détermination, cette puissance, comme dirait Johan. Cette fameuse tendance de perdre les finales ne s'est jamais démentie avec les années. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens de Primatistan à Amsterdam? C'est vrai, Amsterdam, Cardiff, Berlin. C'est pas un podcast sur une finale de Ligue des Champions, c'est un podcast sur la plus belle prestation en demi-finale d'une équipe en Ligue des Champions. Merci les libéraux. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.